Avant l'explosion, Robinson faisait faire à Vendredi le genre de cuisine qu'il avait apprise dans sa famille à York. Si au début de son séjour dans l'île, il avait été obligé de faire rôtir sa viande sur un feu vif, il était bien vite revenu ensuite à des recettes proches du bœuf bouilli, le plat le plus en faveur chez les Anglais de cette époque. Mais maintenant, Vendredi lui apprenait des recettes qui étaient celles des tribus araucaniennes, ou qu'il inventait, tout simplement. L'idéal pour Vendredi, c'était certes de manger le mieux possible, mais n'importe où, n'importe quand, et surtout sans avoir besoin d'une cuisine ou d'ustensiles. L'explosion avait détruit les plats et les casseroles qu'il y avait dans l'île. Par exemple, la plupart des oiseaux qu'il mangeait, Vendredi les préparait à l'argile. C'est la façon la plus simple et la plus amusante de faire cuire un poulet ou tout autre volatile. Vendredi le vidait et mettait dans son ventre du sel, du poivre et à volonté des herbes aromatiques ou même un peu de farce. Mais ce n'était pas indispensable. Il lui laissait toutes ses plumes. Ensuite, il préparait de l'argile mouillée, pas trop mouillée, mais assez pour qu'elle soit fraîche à modeler et à pétrir. Il en faisait une galette bien plate. Puis il roulait cette galette autour de l'oiseau. Il l'enfermait bien dans la pâte. Il faisait autour de lui comme une boule d'argile qui ressemblait à un gros œuf ou à un ballon de rugby, selon la grosseur. La couche d'argile devait avoir de 1 à 3 cm. Il faisait dans un trou un feu de bois assez nourri, car il fallait beaucoup de braise. Quand le feu était bien pris, il mettait la boule d'argile dans le trou, au milieu des braises. Ensuite, il entretenait le feu 1 heure ou 2. L'argile séchait et durcissait comme une poterie. Quand la boule était devenue bien dure, il la sortait du trou et il la cassait. Les plumes restaient collées à l'argile et l'oiseau était cuit comme au four, tendre et savoureux. Mais ce qui plaisait surtout à Vendredi dans cette façon de faire, c'était qu'on cassait chaque fois la boule de terre cuite où l'oiseau avait été enfermé. Et ainsi, pas de vaisselle à laver ni à ranger. Pour les œufs, Robinson avait l'habitude de les mettre dans l'eau bouillante, plus ou moins longtemps, pour qu'ils soient coques, mollets ou durs. Vendredi lui apprit qu'on pouvait se passer de casserole et d'eau. En les transperçant de part en part avec un bâtonnet pointu, il confectionna une sorte de broche à œufs qu'il faisait tourner au-dessus du feu. Robinson avait toujours cru qu'un bon cuisinier ne doit pas mélanger la viande et le poisson, le sel et le sucre. Vendredi lui montra que ces mélanges sont quelquefois possibles et même succulents. Par exemple, avant de faire rôtir une tranche de pécari, il faisait avec la pointe du couteau une série de fentes profondes dans l'épaisseur de la viande et dans chaque fente, il glissait une huître ou une moule crue. La viande farcie de coquillage avait un goût délicieux. Pour mélanger le sucré et le salé, il entourait un poisson d'une garniture d'ananas, où il farcissait un lapin avec des prunes. Mais surtout, il apprit à Robinson à faire du sucre. Il lui montra une sorte de palmier ventru, plus gros au centre qu'à la base et au sommet, bref, en forme de quille. Quand on l'abat et quand on coupe ses feuilles, on voit aussitôt des gouttes de sève épaisse et sucrée se mettre à couler. Il est préférable que l'arbre soit exposé au soleil. Il faut que le sommet, d'où la sève coule, soit posé plus haut que la base, ce qui n'est pas étonnant puisque la sève a tendance normalement à monter dans le tronc d'arbre. Ce sucre liquide peut couler des mois, à condition qu'on rafraîchisse régulièrement la tranche, car les pores d'où il sort ont tendance à se boucher. Vendredi montra à Robinson qu'en exposant au feu cette mélasse, elle se caramélisait. Il en enduisait des fruits qu'il rôtissait à la broche, mais aussi des viandes et même des poissons. Pourtant, c'est à propos d'un plat cuisiné que pour la première fois, Robinson et Vendredi se disputèrent. Autrefois, avant l'explosion, il ne pouvait pas y avoir de dispute entre eux. Robinson était le maître. Vendredi n'avait qu'à obéir. Robinson pouvait réprimander ou même battre Vendredi. Maintenant, Vendredi était libre. Il était l'égal de Robinson. Aussi, ils pouvaient se fâcher l'un contre l'autre. C'est ce qui arriva lorsque Vendredi prépara dans un grand coquillage une quantité de rondelles de serpent avec une garniture de sauterelle. Depuis plusieurs jours d'ailleurs, il agaçait Robinson. Rien de plus dangereux que l'agacement quand on doit vivre seul avec quelqu'un.
Robinson avait eu la veille une indigestion de filet de tortue aux myrtilles. Et voilà que vendredi lui mettait sous le nez cette fricassée de pitons et d'insectes. Robinson en eut un haut le cœur et envoya d'un coup de pied la grande coquille rouler dans le sable avec son contenu. Vendredi, furieux, la ramassa et la brandit à deux mains au-dessus de la tête de Robinson. Les deux amis allaient-ils se battre ? Non, Vendredi se sauva. 2 heures plus tard, Robinson le vit revenir en traînant derrière lui, sans douceur, une sorte de mannequin. La tête était faite dans une noix de coco, les jambes et les bras dans des tiges de bambou. Surtout, il était habillé avec des vieux vêtements de Robinson, comme un épouvantail à oiseaux. Sur la noix de coco, coiffée d'un chapeau de marin, Vendredi avait dessiné le visage de son ami. Il planta le mannequin debout près de Robinson. « Je te présente Robinson Crusoe, gouverneur de l'île de Speranza, lui dit-il. Puis il ramassa la coquille sale et vide, qui était toujours là, et avec un rugissement, il la brisa sur la noix de coco qui s'écroula au milieu des tubes de bambou brisés. Ensuite, Vendredi éclata de rire et alla embrasser Robinson. Robinson comprit la leçon de cette étrange comédie. Un jour que Vendredi mangeait des gros vers de palmier vivants roulés dans des œufs de fourmis, Robinson, exaspéré, alla sur la plage. Dans le sable mouillé, il sculpta une sorte de statue couchée à plat ventre avec une tête dont les cheveux étaient des algues. On ne voyait pas la figure cachée dans l'un des bras repliés, mais le corps brun et nu ressemblait à Vendredi. Robinson avait à peine terminé son œuvre quand Vendredi vint le rejoindre, la bouche encore pleine de vers de palmier. « Je te présente Vendredi, le mangeur de serpents et de vers, » lui dit Robinson en lui montrant la statue de sable. Puis il cueillit une branche de coudrier qu'il débarrassa de ses rameaux et de ses feuilles, et il se mit à fouetter le dos et les fesses de Vendredi de sable qu'il avait fabriqué dans ce but. Dès lors, ils vécurent à 4 sur l'île. Il y avait le vrai Robinson et la poupée Robinson, le vrai Vendredi et la statue de Vendredi. Et tout ce que les deux amis auraient pu se faire de mal, les injures, les coups, les colères, ils le faisaient à la copie de l'autre. Entre eux, ils n'avaient que des gentillesses. Pourtant, Vendredi trouva moyen d'inventer un autre jeu encore plus passionnant et curieux que celui des 2 copies. Un après-midi, il réveilla assez rudement Robinson, qui faisait la sieste sous un eucalyptus. Il s'était fabriqué un déguisement dont Robinson ne comprit pas tout de suite le sens. Il avait enfermé ses jambes dans des guenilles nouées en pantalon. Une courte veste couvrait ses épaules. Il portait un chapeau de paille, ce qui ne l'empêchait pas de s'abriter sous une ombrelle de palme. Mais surtout, il s'était fait une fausse barbe en se collant des touffes de coton sur les joues. « Sais-tu qui je suis ?» demanda-t-il à Robinson en déambulant majestueusement devant lui. « Non. Je suis Robinson Crusoe de la ville d'York, en Angleterre, le maître du sauvage Vendredi. »« Et moi alors, qui suis-je » demanda Robinson stupéfait. « Devine !» Robinson connaissait trop bien Vendredi pour ne pas comprendre à demi-mot ce qu'il voulait. Il se leva et disparut dans la forêt. Si Vendredi était Robinson, le Robinson d'autrefois, maître de l'esclave Vendredi, il ne restait à Robinson qu'à devenir Vendredi, le Vendredi esclave d'autrefois. En réalité, il n'avait plus sa barbe carrée et ses cheveux rasés d'avant l'explosion. Et il ressemblait tellement à Vendredi qu'il n'avait pas grand-chose à faire pour jouer son rôle. Il se contenta de se frotter la figure et le corps avec du jus de noix pour se brunir et d'attacher autour de ses reins le pagne de cuir des Araucans que portait Vendredi le jour où il débarqua sur l'île. Puis il se présenta à Vendredi et lui dit « Voilà, je suis Vendredi ». Alors Vendredi s'efforça de faire de longues phrases dans son meilleur anglais et Robinson lui répondit avec les quelques mots d'Araucan qu'il avait appris du temps que Vendredi ne parlait pas du tout anglais. « Je t'ai sauvé de tes congénères qui voulaient te sacrifier aux puissances maléfiques, » dit Vendredi. Et Robinson s'agenouilla par terre. Il inclina sa tête jusqu'au sol en grommelant des remerciements éperdus. Enfin, prenant le pied de Vendredi, il le posa sur sa nuque. Ils jouèrent souvent à ce jeu. C'était toujours Vendredi qui en donnait le signal. Dès qu'il apparaissait avec son ombrelle et sa fausse barbe,
Robinson comprenait qu'il avait en face de lui Robinson et que lui-même devait jouer le rôle de Vendredi. Il ne jouait d'ailleurs jamais des scènes inventées, mais seulement des épisodes de leur vie passée, alors que Vendredi était un esclave apeuré et Robinson un maître sévère. Il représentait l'histoire des cactus habillés, celle de la rizière asséchée, celle de la pipe fumée en cachette près de la réserve de poudre. Mais aucune scène ne plaisait autant à Vendredi que celle du début, quand il fuyait les Araucans qui voulaient le sacrifier et quand Robinson l'avait sauvé. Robinson avait compris que ce jeu faisait du bien à Vendredi, parce qu'il le guérissait du mauvais souvenir qu'il avait de sa vie d'esclave. Mais à lui aussi, Robinson, ce jeu faisait du bien, parce qu'il avait toujours un peu de remords d'avoir été un maître dur pour Vendredi.